Quand on vit à Paris ou dans la région parisienne, on n'a pas idée de ce que l'on voit ici. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'aperçoit, et je crois que c'est important, qu'on vit, nous, dans une fraction très infime, non pas de la planète, mais de la surface de la planète, et que c'est toujours très bon d'avoir une idée beaucoup plus globale. Et c'est vrai tant de la réalité de ce pays, enfin de cette planète, du monde dans lequel on est, que même des idées qu'on peut avoir autour de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne prend pas la mesure, sauf que quand on voit ce film, du côté incroyablement partiel, sinon partial, même des idées que l'on peut avoir sur ce qu'il faut faire quand on pense à la réalité. Donc ça, je crois que c'est important et qu'il faut... Alors, bon, pourquoi j'ai quelques difficultés avec le titre lui-même, Anthropocène? Il est bien dit à plusieurs moments, malgré tout, que ce que l'on veut, c'est montrer qu'au cours des millénaires passés, l'homme a donné une empreinte tout à fait particulière à cette planète. Mais quand on regarde le détail de ce qui est montré ici, on ne parle pas des derniers milliers d'années, on parle des dernières années quasiment, quelques décennies. Et donc, il y a un mouvement qui s'opère entre la place de l'homme en tant qu'espèce, depuis quelques dizaines de milliers d'années, centaines de milliers d'années, et ce qui se passe récemment. Et c'est ce contraste-là, je crois, qui, quelque part, met en cause même le titre de ce film. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas Anthropocène, c'est Anthropos, l'homme au sens espèce grec, qui est mis en cause ici. Je pense qu'on a tort... L'effort de lucidité pour se rendre compte, comme on le montre dans ce film, de l'impact de notre activité sur cette planète est très important. Et je pense que c'est tout à fait fondamental de multiplier les témoignages de cette sorte pour dire attention, il se passe quelque chose d'important. Mais ce quelque chose, à nouveau, il faut pouvoir dépasser cet effort de lucidité. Pour ce qui est du changement climatique, qui est la deuxième partie, qui est, je pense, une des choses les plus importantes que l'on a devant nous et avec des enjeux très importants, je vous rappelle que c'est les scientifiques eux-mêmes qui ont mis en garde, qui ont mis non seulement une alerte, mais une alarme. Ça remonte à 92, le fameux texte de Rio, où pour la première fois, les scientifiques on dit à tout le monde, mais surtout aux politiques, attention, par notre activité, nous mettons gravement en cause notre biosphère, c'est-à-dire les équilibres qui gèrent notre propre environnement. L'homme, comme toute espèce, s'adapte à l'environnement, mais l'adaptation, au sens darwinien du terme, se fait sur des milliers, voire des dizaines, des centaines de milliers, des millions d'années. Là, ce dont il est en cause, ce dont il s'agit maintenant, c'est d'une activité dont la constante de temps se passe maintenant en décennies. Et l'alarme que mettaient les scientifiques, c'était pour dire attention, si le même changement qui s'opère d'habitude sur des milliers d'années s'opère à l'échelle de décennies, l'homme ne peut, en tant qu'espèce, peut très bien ne plus avoir la capacité de s'adapter aux évolutions que lui-même provoque. Et c'est ça toute l'histoire de l'alerte sur le changement climatique qui, à nouveau, date de très peu de temps. Mais il a fallu convaincre les politiques. Vous savez, dans l'histoire des grandes alertes comme ça, telles que moi je le vois, il n'y en a pas eu 36. Il y en a eu une très grande au moment de la bombe atomique, Hiroshima, Nagasaki. Mais là, c'était l'inverse qui se passait. Là, c'est les politiques sont venus chercher les scientifiques pour justifier de faire cette arme nucléaire et la faire. Hélas, comme on le sait, certains ont accepté et ça a donné Hiroshima, Nagasaki, plus une cassure dans l'évolution des sociétés, puisqu'on a démontré notre capacité de fabriquer des armes de destruction non seulement massive, mais globale. Là, c'est l'inverse qui se passe. C'est les scientifiques qui disent aux autres, attention, il se passe quelque chose, il faut que tout le monde se mobilise, et en particulier les politiques. Mais là, on a affaire à un phénomène qui est bien plus compliqué, c'est que les politiques, pour un grand nombre d'entre eux, en particulier ceux dans la sphère dans laquelle on est, qui n'est pas tant la sphère que l'on voit ici, ils n'ont pas intérêt nécessairement à lutter contre. Parce que le changement climatique, et on le sait bien, c'est pas une affaire d'espèce humaine, c'est affaire d'un mode de développement très particulier auquel nous, on est très liés, en particulier dans les pays qui ont acquis leur richesse sur l'esclavage, le colonialisme, etc. On n'a pas, nous, les richesses, autres que par exploitation du reste du monde, en créant un monde incroyablement inégalitaire. Et ce que l'on voit là-dedans, c'est précisément ça, ce côté incroyablement inégalitaire qui a été créé. En d'autres termes, ce qui m'inquiète dans la notion d'anthropocène, c'est qu'en voulant montrer l'impact, et à nouveau il est réel, on met en cause l'espèce humaine, mais ce n'est pas l'espèce humaine en tant que telle qui est responsable. Parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas de solution. C'est-à-dire que la seule solution, c'est de supprimer l'espèce humaine. Et c'est une lucidité qui va assez rapidement vers
un appauvrissement de tout ce que les jeunes en particulier sont en train de faire, c'est-à-dire essayer de se mobiliser pour que ça change. Et non pas pour dire il y a un effondrement devant nous, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'opposer à l'effondrement et non pas s'adapter à l'effondrement. Et donc, c'est ça qui me gêne là-dedans. C'est qu'il y a eu une première phase après l'appel de Rio qui a été nécessaire, c'est que cette lucidité passe dans la population. Et ça a été extraordinairement efficace, parce que quand même en 20 ans, où que ce soit sur la planète, dès qu'il y a un courant d'air un peu chaud, un peu froid, les gens immédiatement mettent en cause le changement climatique. Et ça, c'était pas évident. Et il y a eu une prise de conscience planétaire qui se reflète en particulier dans la création artistique, dans énormément de domaines différents et politiques. Et ce festival en est le témoignage extraordinaire. Mais je pense que ça, c'est presque derrière nous maintenant. Parce qu'à cause de la constante de temps qui est si proche et si faible, et c'est à l'échelle de décennies qu'il faut maintenant pouvoir réagir, on n'en est plus uniquement, on en est aussi encore, mais on n'en est pas uniquement à la phase d'acquérir la lucidité, de voir ça et de se dire c'est catastrophique. C'est d'essayer maintenant de passer à la phase suivante, auquel d'ailleurs ce festival aussi contribue d'une manière remarquable, qui est l'implication des gens, individuellement et collectivement. Mais ça suppose que les vraies responsabilités soient mises en cause. Et pour moi, mais c'est très personnel bien sûr, la responsabilité n'est pas de l'homme en tant qu'espèce, c'est de l'homme dans un mode de production bien particulier. Quand on le voit ici, qu'est-ce qui est mis en cause? Et d'ailleurs, quelques phrases à la fin le disent. C'est cette histoire qu'il faut vendre, c'est la politique de marché, c'est que tous les échanges se font sur le fait qu'on ne peut pas, c'est vrai pour les éléphants, mais c'est vrai pour le bois, c'est vrai pour tout ce que l'on voit. Il y a un mode d'exploitation de la nature qui est aussi un mode d'exploitation de l'homme, en fait. Or ça, il y a possibilité de s'en sortir. Le problème, c'est que ici, surtout en France et puis dans les pays autour, il y a un nouveau qui ont acquis notre bien-être du fait qu'on n'avait pas les matières premières, on n'avait rien de tout cela, mais on a acquis la capacité, la force, on peut dire, la puissance, pour l'imposer au reste de la planète en construisant donc un monde incroyablement inégalitaire dont on a vu la trace ici. Et donc ça suppose des changements réellement fondamentaux. Et à l'échelle maintenant, effectivement, de quelques décennies. Des changements entre la relation entre les gens. Arrêtons de dire qu'il faut une Europe de la défense parce qu'il y a la Chine de l'autre côté ou l'Inde, etc. Il faut se protéger ou gagner par la force. Or, c'est ça qui est véhiculé encore dans l'opinion. L'idée que par la force, on gagnera. Non, on ne gagnera pas par la force. On gagnera en travaillant ensemble à l'échelle de la planète. Et ça, c'est quelque chose que dans nos disciplines, on voit bien et on voit bien comment c'est possible de le faire. Donc, tout ça pour dire que j'ai un sentiment un peu... contrasté avec ce film qui, à nouveau pour cet effort de lucidité, est bien, mais comme il n'y a pas de commentaire, on a l'impression que c'est une vision parfaitement objective de la réalité. Elle n'a d'objectivité que ce que le choix des images peut offrir, et puis dans la beauté de ces images aussi. Et elle donne à penser qu'effectivement l'homme comme espèce ne peut que être un prédateur de tout. Et je suis convaincu que ce n'est pas le cas. Je suis convaincu qu'il y a une possibilité de vivre, même à 10 milliards d'individus en 2050, d'avoir un accès à l'énergie, parce que c'est ça le problème majeur actuellement du changement climatique, un accès à l'énergie qui préserve les essentiels de la durabilité du climat tel qu'on l'a aujourd'hui. Mais ça suppose des changements qui, à nouveau, mettent en cause ou combattent les vraies responsabilités. Et la responsabilité majeure, à nouveau, c'est pas l'homme en tant qu'espèce, c'est l'homme dans un mode de production très particulier. Bon, voilà ce que je voulais dire, mais sans du tout affoler qui que ce soit, bien sûr. C'est au contraire pour donner cette perspective. Moi, j'ai le sentiment que, et on le voit bien dans beaucoup de manifestations qui se passent, pas tant en France à nouveau que dans le reste du monde, il y a une prise de conscience, effectivement, comme on parle à la fin, des vraies raisons de ce qui ne va pas maintenant, avec l'espoir, effectivement, d'en changer. Voilà, c'est pour ça que je trouve que ce film est bien, mais il ne devrait pas avoir ce titre-là. Voilà, il ne devrait pas s'appeler l'Anthropocène. Un des problèmes majeurs, je dis, c'est l'énergie. Or, actuellement, ceux qui produisent de l'énergie, ce n'est pas des gens qui le font pour le bien-être de l'humanité, ils le font pour le bien-être de leurs actionnaires. Et donc, tant qu'on n'aura pas un mode de régulation des politiques énergétiques, sans parler de tout le reste, militaire, informatique, etc., mais qui soient régulées en fonction non pas de l'intérêt de ceux qui ont investi dedans, mais de ceux qui en sont en principe les bénéficiaires, c'est-à-dire la population dans son ensemble, là on n'aura pas gagné. Mais on sent bien qu'actuellement c'est en train de basculer. Et je crois qu'il faut maintenant appuyer cette bascule beaucoup plus que donner uniquement l'accent à nouveau de lucidité nécessaire sur ce qui ne va pas. Moi, je voudrais en profiter pour rendre hommage à propos du mot Anthropocène, rendre hommage à notre
vieil ami Claude Lorius. Hein. Ah ben oui. Nous avions présenté il y a combien 2 ans, 3 ans, Didier, tu me rappelles, le film qui racontait l'histoire de Claude Lorius, climatologue. Et c'est lui qui, dans les années 50, 60, tout au fond, en Antarctique, a découvert dans les carottes de glace, il a vu la trace de justement Hiroshima, etc. Et il a dit, mais alors l'humain a marqué la lithosphère, a marqué la planète, non la cryosphère d'ailleurs. L'humain a laissé sa trace, donc on peut commencer à parler maintenant d'un anthropocène, c'est-à-dire d'un âge de la planète Terre qui est marqué par la signature humaine. Oui, non, mais Claude Lorius, qui était une personne effectivement incroyablement Délicieux. remarquable, oui. Il a très fortement contribué justement à s'opposer entre autres à ce que sont devenus les climato-sceptiques pour montrer comment l'augmentation rapide de gaz carbonique actuellement, qu'on doit essentiellement au fait qu'on fabrique pour 80% l'énergie au sens global du terme, pas que l'électricité, mais toute l'énergie, en brûlant quelque chose. Et si vous brûlez un composé où il y a du carbone, la meilleure des combustions, celle qui donne le meilleur rendement, c'est celle qui transforme tout le carbone en CO2 et s'il y a de l'hydrogène en H2O. Donc fabriquer l'énergie en brûlant, par définition, ça ne peut se faire qu'au détriment d'une augmentation considérable de la concentration de CO2 et d'H2O. On pourrait passer la soirée d'ailleurs sur cette histoire de CO2, ce qu'on ne va pas faire, mais c'est très étrange de voir comment cette planète, est très intéressant de voir comment notre planète a quelque part d'abord éradiqué le CO2. Vous savez, bon, juste en 2 mots, ça c'est au moins là-dedans, c'est une contribution d'astrophysique, mais qui est utile pour tous ces débats-là. On est à peu près convaincu que quand la Terre s'est formée, comme encore aujourd'hui Mars et Vénus, l'atmosphère était dominée par du gaz carbonique. Mais il y avait des dizaines, peut-être des centaines de barres de CO2. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a pas ? Parce que le gaz carbonique a une propriété bien connue, c'est qu'en contact avec de l'eau liquide, le gaz carbonique se dissout dans l'eau. C'est pour ça qu'il y a de la badoie et du Perrier. C'est pas enregistré, j'espère. On peut faire de l'eau pétillante parce que ça se dit. Cette transformation de gaz carbonique d'abord en CO2 dissous, qui ensuite ionise, une propriété de la molécule d'eau, qui se récupère un cation, du calcium en l'occurrence, et ce qui se précipite en carbonate, c'est incroyablement efficace. 99,9999% du gaz carbonique a été transformé en carbonate. Dès que vous voyez du calcaire quelque part, que ce soit à Mourmelon, en Beau-de-Provence, c'est notre gaz carbonique initial. Incroyablement efficace. 1/1000e de ce CO2 transformé en carbonate est recyclé par une tectonique de plaques très particulière sur laquelle on pourrait revenir et qui en recycle un tout petit peu. C'est pour ça qu'il y a extrêmement peu de gaz carbonique dans notre atmosphère. Il y en a de l'ordre de 10-4 d'1%. C'est extrêmement peu. Mais ce très peu, il est suffisant pour avoir augmenté la température moyenne de la Terre de 33 degrés. S'il n'y avait pas ce millionième-là, ou s'il y en avait un peu plus ou un peu moins, eh bien les océans seraient gelés, on ne serait pas là pour en parler. Donc il y a un recyclage incroyable par la technique de plaque et on profite de cela quelque part puisque le vivant le doit à cela. Et d'ailleurs le vivant a contribué entre autres à la transformation de gaz carbonique en carbonate par les coquilles, essentiellement des coquillages. Donc il y en a extrêmement peu et c'est très efficace. Ça a été très efficace et c'est ça qui a fait donc que la vie a pu s'installer, se développer, etc. L'homme, par son activité maintenant, c'est-à-dire depuis très peu de temps, depuis ce qu'on appelle l'ère industrielle, j'aime pas trop, oui, 150 ans, 200 ans. À l'époque, il n'y avait pas 1 milliard d'individus quand ça a commencé. J'aime pas trop ça parce qu'aussi l'ère industrielle, ça, quelque part, ça masque les responsabilités de qui font les industries. Parce qu'on pourrait concevoir une industrie qui soit aussi contrôlée pour le bien-être des populations, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Eh bien, l'homme, par son activité, est en train maintenant d'avoir doublé cette concentration-là, et on s'attend à ce que la concentration soit triplée à l'échelle des 20 ou 30 ans qui arrivent. Et comme le sous-développement actuellement de notre planète, qui fait qu'il y a typiquement 10% et 90%, et que tous les grands problèmes que l'on vit maintenant sont liés à ce sous-développement-là, font que dans les 30 ans qui viennent, on ne pourra pas ne pas avoir un développement des populations qui en ont besoin. Il y a une règle de 3 simple à faire. Si vous supposez qu'en 2050, tout à l'heure, toute la population a un niveau d'accès à l'énergie qui est 2 fois inférieur à ce que nous avons ici, à Courbevoie ou en France, eh bien, il faut multiplier par 2 ou 3 la consommation totale d'énergie, la production d'énergie. Donc, tous les gens qui disent non, il faut en produire moins, ça ne peut se faire que si on accepte que le sous-développement perdure. Et ça, on ne peut pas évidemment l'accepter. Et à nouveau, un facteur 2 fois moins, pas quelques pourcents en moins. En dessous de ce qu'on a, c'est pas brillant. Donc il y aura un développement nécessaire
de l'énergie, de la production énergétique, parce que actuellement, il y a un habitant sur 2 de la planète qui n'a pas d'électricité, pas un frigo pour mettre un médicament au frais. On ne peut pas leur dire débrouillez-vous autrement. Donc nécessairement, il y aura un tirage de ça vers le haut. Donc on est obligé, avec lucidité, de regarder ce problème-là et de se dire comment on fait. Eh bien, on sait que si on le fait en maintenant la production énergétique essentiellement par combustion, que ce soit du bois, du pétrole, du gaz, ça ne change rien quelque part. Ça change un peu la proportion, mais le problème majeur que l'on a, il y en a 2. Un, c'est un appauvrissement des ressources, parce que ce qu'on oublie, ce qu'on enseigne en physique, mais pas assez, c'est que la combustion pour fabriquer de l'énergie, c'est un des modes les moins efficaces. Vous savez que quand vous brûlez quelque chose, la fraction de la masse que vous retrouvez en énergie pour vous chauffer ou pour faire autre chose, c'est 1/10 milliardième. Pas beaucoup. C'était le fameux principe de Lavoisier. Si vous pesez avant et après la combustion, C plus O2 donne CO2, vous avez la même masse. S'il y avait exactement la même masse, bien sûr, il n'y aurait pas d'énergie. Mais il n'y a aucune balance pour mesurer la différence entre le bois et la cendre. Parce qu'il faudrait une balance tellement précise qu'on ne le voit pas. Et c'est pourtant ce petit machin-là qui sert à produire l'énergie dont l'homme a besoin. Et bien, à cause de cela, vu notre besoin énorme, eh bien, il faut brûler énormément. Et si on en brûle beaucoup, ça a 2 écueils majeurs. L'un, c'est que pour certains des ingrédients, on voit l'horizon de disponibilité. C'est le cas, bien sûr, du pétrole, que tout le monde connaît, mais les autres sont un peu plus loin. Et là, ça se mesure à nouveau en décennies, c'est pas en millénaires. Et le deuxième, à nouveau, c'est qu'une bonne combustion fabrique du gaz carbonique et de l'eau. Et ça, on le voit monter très, très vite. Et donc, il n'y a pas d'autre solution qu'à d'affronter la réalité et se dire, compte tenu de tout ça, comment on fait pour que, d'une part, on augmente la production énergétique et 2, on contrôle les effets sur notre environnement proche. Il y a des moyens de le faire, ce n'est pas le but ici de ça, je pense que dans le festival on en parle par ailleurs. Il y a des moyens de le faire, contrairement à ce qu'on dit, mais il faut accepter, à nouveau avec lucidité, de balancer, comme on dit, d'équilibrer tous les modes de production, et c'est entre autres la question du nucléaire qu'il y a derrière. Donc voilà, toutes ces questions-là, elles sont quelque part latentes dans un film comme ça, et si on ne donne pas des pistes pour y répondre, je crains que l'échappatoire qui sort de ça n'apparaisse pas clairement. Or, rien n'échappatoire. Juste, qu'est-ce que vous pensez alors des énergies solaires, de l'énergie éolienne aussi, s'il vous plaît? L'énergie solaire, c'est épatant, parce qu'il n'y a pas mieux dans l'espace, on l'utilise couramment, etc. Et alors, l'avantage et l'inconvénient du soleil, c'est qu'on sait exactement combien le soleil distribue l'énergie par unité de temps. 4 puissance 26 watts, ça c'est bien connu, et on sait pourquoi et comment. Donc on sait exactement combien la Terre intercepte de rayonnement. Et quand on a ce chiffre-là et qu'on compare ça au chiffre du besoin énergétique de l'activité humaine, au sens large du terme, pas seulement l'électricité, mais l'ensemble, on se dit la chose suivante. La Terre reçoit du Soleil à peu près entre 2 et 5 000 fois plus que ce dont l'homme a besoin pour vivre. Donc on s'est dit, ben voilà, utilisons le solaire pour ça. Le problème, c'est que la fraction d'énergie solaire que la Terre intercepte, elle intercepte sur un disque, donc il faut d'abord qu'elle répartisse. La Terre est ronde et pas plate, donc on divise par 4. Après, il y a des nuages, moitié est couvert de nuages, donc on a un nouveau facteur 2. Donc on vient de se perdre un facteur 10. Puis après, il faut convertir le rayonnement en autre chose, de l'électricité ou du chauffage ou n'importe. Là, on a un rendement, même physique, qui est très difficile. On a du mal à dépasser 10%. On peut un petit peu, mais industriellement, c'est très difficile. Puis le problème, bien sûr, c'est qu'on a en général besoin d'énergie quand il n'y a pas de soleil. Et donc, il faut le stocker. Et donc, de proche en proche, on se récupère tellement de facteurs 5 à 10 qu'au total, l'activité humaine, pour s'opérer réellement, avec les besoins dont je parlais tout à l'heure, eh bien, elle a besoin typiquement de plusieurs pourcents de la fraction de la Terre qui reçoit de l'énergie. Typiquement pour la France, si vous vouliez passer tout au solaire, il faut supprimer 2 départements, c'est-à-dire les recouvrir totalement. Il y a plus Ça vous donne l'ordre de grandeur. On peut gagner ici ou là, mais quand les gens vous disent il suffit de recouvrir les autoroutes, non, il faudrait construire beaucoup d'autoroutes. C'est ça l'ordre de grandeur, c'est quelques pourcents. Et c'est ça la difficulté majeure, c'est que le solaire, c'est génial, mais raisonnablement, dans les 15, 20 ans, 30 ans qui viennent, on ne pourra pas dépasser peut-être 15-20% avec cela. Et si on y arrive, c'est déjà remarquable. En plus, c'est très inégal, bien sûr. On ne va pas construire une centrale nucléaire dans le Sahel, mais vous savez, Siemens, qui avait un projet, c'était assez incroyable d'ailleurs, Siemens avait un gros projet là-bas, parce que quand il ne pouvait plus, c'est une compagnie allemande, bien sûr, qui faisait des réacteurs nucléaires, et donc ils ne pouvaient plus en faire en Allemagne, puisque c'était interdit. Et donc, ils ont eu beaucoup de projets, dont l'un, c'était
de recouvrir toute la fraction équatoriale et subtropicale de l'Afrique, toute. Et avec ça, donc vous supprimez tout le Sahel, etc., vous le recouvrez complètement. Et avec tout ça, on pouvait nourrir en électricité 350 millions d'Européens. À une seule condition, bien sûr, c'est qu'il n'y ait pas un kilowattheure qui reste en Afrique. C'est ça les ordres de grandeur. C'est-à-dire que vous virez tout le soleil de la partie la plus exposée de l'Afrique, ça suffit pour une fraction de l'Europe. C'est ça qui est rageant avec le solaire. C'est qu'on adorerait que ça marche, et ça marche, mais ça ne marchera jamais à 100%. Alors, bon, on n'a pas les ordres de grandeur, en général les gens ne l'ont pas, pourtant en quelques minutes c'est facile à les établir, mais de ce que c'est que la consommation humaine. On a à peu près 10 milliards, quelques milliards d'individus, et chacun consomme un peu plus d'1 kilowatt en moyenne, surtout si on prend tout en compte l'activité industrielle, etc. Donc on a un besoin énergétique qui se mesure en 10 puissance 13, 10 000 milliards de watts. Eh bien, à un facteur 2 près, cette énergie-là, c'est l'énergie totale dépensée dans la Terre, essentiellement par la radioactivité, pour entretenir toute la machine terrestre, la tectonique des plaques, la formation des montagnes, les tremblements de terre, etc. Un facteur 2 près, c'est le même chiffre que ce dont l'homme a besoin pour son activité. C'est colossal. Donc ça vous donne un petit peu le problème. C'est que quand on regarde réellement les chiffres, mais pas simplement en se disant ça va marcher. Non, on regarde réellement, parce que c'est facile l'énergie. Il y a 4 forces fondamentales, 4 interactions fondamentales, et on sait exactement comment on les convertit en énergie. Donc c'est pas très difficile de savoir comment fabriquer l'énergie. Il y a le solaire, il y a la conversion du solaire en vent, parce que le vent c'est l'énergie mécanique. Elle a un rendement de conversion assez bon, de l'ordre du %. Donc typiquement l'activité humaine, elle a besoin d'un facteur 2 près de tout le vent sur Terre. Donc ça règle le problème. Bien sûr que c'est idiot de ne pas mettre des éoliennes là où il y a du vent, mais il ne faut pas penser qu'on réglera tout le problème comme ça. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, on arrive à l'idée qu'il faut faire le fameux mix énergétique, il faut prendre en compte tout ce qui est possible, mais sans faire d'a priori, sans dire, voilà, on ne fait pas de barrage, on ne fait pas de nucléaire, on ne fait pas de ceci, on ne fait pas de cela, et on fait avec le reste. Parce que ça ne marche pas. Ou ça marche pour une fraction tellement faible des populations sur Terre, qu'on arrive à des solutions complètement dingues. Vous savez, tous les grands pourvoyeurs d'énergie, tous des privés, ils envisageraient, si on est à 7 milliards d'individus, si au lieu de passer de 7 à 10, on passait de 7 à 2 milliards d'individus, il n'y aurait pas de problème. On serait dans la même configuration qu'en 1900. Mais on ne va pas proposer ça quand même à l'humanité. Et on pourrait. Il y en a qui proposent, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Donc voilà, il faut faire attention dès qu'on est... Et c'est vraiment un problème global, ce n'est pas des experts qui vont dire ça. Il faut que chacun comprenne les enjeux parce que c'est à nouveau à l'échelle des décennies qui viennent. Ce n'est pas les prochaines élections, mais c'est les prochaines avec un 1 ou 2 S, c'est tout, quoi. Et donc, il faut que les gens prennent la mesure de ce qui est en train de se passer. Et à nouveau, ce qui est en cause derrière, c'est les rapports de production. Il faut qu'on arrive à des changements très importants. Il faut qu'on travaille ensemble. Par exemple, la Chine qui est passée... La Chine a 1,5 milliard d'individus, c'est quand même une grande fraction de la population. Ils ont autant de charbon qu'ils veulent pour se développer. Actuellement, il y a un train sur 2 en Chine qui sert à uniquement véhiculer le charbon de l'endroit où il est produit, au nord-ouest, à l'endroit où il est transformé, qui est sur la côte est. Ils se rendent bien compte que ça ne va pas. Et ils disent, à eux et à nous-mêmes, nous, on peut continuer avec le charbon. Mais si on fait ça, ce que vous avez fait au 19e siècle, on se met en l'air et la planète avec. Donc, aidez-nous à faire autrement. Vous, géolocuriste, il y a 80 ans, on peut faire du nucléaire. Mais si on refait comme vous faisiez à l'époque, on va refaire les mêmes erreurs, on ne va pas y arriver non plus. Aidez-nous à le faire. Donc on veut bien vous acheter 1, 10, 100, peut-être 1000 centrales. Mais s'il nous en faut 10 000, on aimerait bien que vous nous aidiez à en fabriquer quand même. Voilà le problème. Bien sûr, la France est immédiatement arrivée à dire oh non, jamais, on ne va pas transférer de la technologie, etc. Bon, le lendemain, Siemens est venu et finalement, ils ont des Westinghouse américaines. C'est ahurissant. Mais enfin bon, c'est ça le genre de problème. Il faut que maintenant, on comprenne que ce n'est pas par la force, mais par la coopération qu'on réglera ces enjeux. Donc, pour le solaire, c'est génial, mais il n'y en aura pas assez dans les 50 ans qui viennent, parce qu'il faut trop couvrir de la surface de la Terre. Quand je dis 50 ans, c'est parce que je suis convaincu qu'au-delà de 50 ans, il y a un pic à passer qui est difficile, le nôtre, et puis surtout celui des jeunes qui arrivent maintenant. Dans 50 ou 100... il y aura d'autres choses, pas de nouvelles forces, mais on aura maîtrisé la fusion nucléaire, c'est à peu près sûr. La fusion nucléaire, vous savez déjà,
de la chimie, c'est-à-dire la combustion dont je vous parlais tout à l'heure au nucléaire, on a déjà gagné un facteur 1 million dans l'efficacité. À masse égale, vous fabriquez 1 million de fois plus d'énergie. Donc bien sûr, c'est idiot de ne pas profiter de ça. Après, il faut être capable de le contrôler d'une manière ou d'une autre. Il y a tout un enjeu derrière, et, on va pas mais c'est un enjeu qui est solvable réellement. Mais bon, on n'aura pas la fusion avant une cinquantaine d'années. Il faut tout faire pour qu'on l'ait dans 5 ans, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de difficultés majeures. Il y a suffisamment d'hydrogène dans l'eau de mer pour satisfaire les besoins à l'échelle de millions d'années d'activité des civilisations. En revanche, il y a ce cap à passer. Ce cap, pour le passer, il faut faire avec les technologies qu'on connaît, avec les gens qu'on connaît, tels qu'ils sont maintenant. Dans 50 ans, en plus de la fusion, on pourra faire un tas de choses. On peut fabriquer de nouvelles lunes, par exemple, détourner des astéroïdes pour en faire des objets qui tournent autour de la Terre. On saurait déjà le faire, on saura le faire. Et on peut recouvrir ça de panneaux solaires, récupérer de l'énergie, la transférer sur Terre. Il vaut mieux aller chercher de l'énergie ailleurs que sur Terre. Si on souhaite le faire, s'il y a le besoin de le faire, on pourrait l'envisager. Mais ce n'est pas maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on ne va pas le faire comme si on allait découvrir une 5e force ou je ne sais pas quoi. Il faut le faire avec ce qu'on sait faire, les 4 interactions. Par exemple, la chute d'eau, qui est la gravité, elle ne sert que pour l'hydraulique, les barrages. Chaque fois qu'on peut faire un barrage, faisons-le. En Europe et en France en particulier, on a à peu près déjà tout fait. Bon. Mais il y a un tas de pays qui peuvent encore le faire, qu'ils le fassent. Il ne faut pas qu'on hurle chaque fois. C'est vrai que quand on fait un barrage, on met de l'eau là où il n'y en avait pas, donc il peut y avoir un village, voire même une ville à déplacer. Ce n'est pas exclu. Bon, il faut regarder avec lucidité. Je ne dis pas qu'il faut le faire sans. Il faut que les gens soient impliqués dans la manière de le faire, etc. Mais il ne faut pas a priori dire non, pas de barrage, parce qu'on modifie le panorama. Non, d'accord, mais voilà. Ceci ne résout pas la question que vous avez vous-même soulevée tout à l'heure, c'est-à-dire notre système, on va dire globalement notre système économique et notre système de distribution. Parce que tout ça, c'est bien joli. L'humain va être capable de le faire, ça c'est certain, mais tant qu'on n'aura pas résolu cette question de distribution, de répartition, d'inégalité, et ce système-là, ça ne servira à rien. Et l'autre chose, puisque... Surtout, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir. L'autre chose sur laquelle j'aimerais bien que vous rebondissiez, c'est parce que j'ai reçu Arthur Keller cet après-midi, sur l'effondrement, le collapse. L'effondrement, c'est en ce moment très très fort dans les esprits. Je vois même des vieux copains qui depuis 30 ans, 40 ans travaillaient pour faire évoluer les consciences et qui sont tous effarés par cet effondrement qui nous pend au nez. Qu'en est-il de ce global collapse, cet effondrement total ? Bon, j'ai pas pu aller tout à l'heure parce que je faisais un autre débat, mais comment dire les choses les films que l'on fait sur l'effondrement, oui, je sais bien. Allez projeter ces films sur l'effondrement au Bangladesh ou au centre de la Chine, vous n'aurez pas le même succès qu'ici. Qui peut s'offrir le luxe d'aller s'acheter 12 hectares et de faire des tomates qui ont du meilleur goût? C'est bien de le faire, mais je veux dire, c'est comme une vision extraordinairement, on va dire, je ne veux pas dire de mode, parce que ça va plus profond que ça, il y a quelque chose de réel. C'est-à-dire que pour moi, l'effondrement, ce qu'il faut faire par rapport à l'effondrement, c'est pas s'adapter à, c'est tout faire pour l'éviter. Et c'est ça l'objectif, c'est de faire en sorte que cet effondrement, il ne soit ni pour la région parisienne, ni à l'échelle de la planète. Il faut faire en sorte qu'effectivement, avec les surfaces cultivables que l'on a actuellement globalement, on arrive à continuer à faire vivre, et même mieux, la population globale, vaincre la faim. On sait qu'on sait le faire, vaincre tout cela. Or, actuellement, avec le chauffement climatique, on est en train de détruire potentiellement les zones céréalières qui vont être les plus productives, c'est-à-dire le nord des continents, aussi bien d'ailleurs en Chine qu'aux États-Unis. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est tout faire pour se concentrer vers cet objectif-là, le prendre au sérieux, cet objectif, de limiter le réchauffement. Ce qu'on voyait sur Venise tout à l'heure, moi je vais à Venise au moins une fois par an, donc je connais bien les aquahaltes, c'est quelque chose d'effrayant quand on aime cette ville. Mais attention, c'est pas l'homme c'est Mestre, et c'est les raffineries à Mestre de l'autre côté de la lagune qui ont fait ça, et on sait pourquoi et comment Venise s'effondre actuellement, c'est pas simplement... Bon. Alors en plus, si se rajoute à ça l'élévation du niveau de la mer, ça pose évidemment un problème, mais l'effondrement qu'on voit maintenant n'a rien à voir avec ça, c'est un effondrement qui est purement de cause d'une industrie c'est Fos-sur-Mer de l'autre côté de Venise. Bon. À Mestre. J'ai beaucoup d'amis qui ont décidé d'acheter des maisons un peu loin, et dans des champs, se faire et de la perma, machin, etc. C'est parfait, c'est vrai que les tomates sont meilleures,
Mais j'ai rien contre cela. Mais de là à ériger ça en modèle de lutte ou de manière de faire, de prise de conscience adaptée à ce qui va se passer, je pense que là, enfin personnellement, mais c'est très personnel, hein, je pense qu'ils font fausse route et qu'il ne faut pas le faire quelque part. Parce que ça discute à bon compte ceux qui ont les moyens de le faire. C'est un peu une écologie de riches, hein, qu'on le veuille ou pas. Il faut avoir les moyens de se dire pendant quelques années, on va apprendre à faire des poireaux, des patates, et puis être autosuffisant. Mais on n'est jamais autosuffisant, parce que le problème, c'est pas des solutions individuelles, c'est du collectif. Il n'y a aucune raison, c'était la commune populaire chinoise, on ne va pas dans chaque commune refaire et de l'acier et du machin et du truc. Il faut qu'il y ait une planification démocratique à un moment donné, parce que c'était... Pourquoi pas ? Mais il faut que globalement, on arrive par coopération. À nouveau, la solution individuelle, je trouve qu'elle n'est pas bonne quand elle s'oppose au collectif. Or, bon, voilà ce que j'ai envie de dire, mais comme ce monsieur n'est pas là, ça m'embête un peu de... mais c'est vrai que je pense que c'est une fausse réponse globale. C'est une réponse qui est certainement très bonne à l'échelle individuelle, avec beaucoup de gens qui sont impliqués comme ça maintenant. Enfin, beaucoup, je ne sais pas, quelques milliers peut-être en France. Mais... on peut pas. Il y a sûrement des choses utiles qui sont démontrées par ces gens-là, c'est-à-dire la capacité de produire différemment. C'est sûrement donc j'ai tort de mettre le balancier entièrement à gauche, enfin du mauvais côté. Il faut certainement apprendre au mieux. C'est-à-dire que c'est vrai que on est tous, j'imagine, si on vient au Festival Atmosphère, c'est qu'on est tous convaincus que l'industrie, l'agriculture intensive, l'élevage intensif, c'est des choses effrayantes. Et donc, que ces gens démontrent qu'on puisse faire autrement, c'est épatant. C'est vrai qu'il faut faire autrement. Mais de faire cet autrement à l'échelle individuelle, et non pas collective, ça, je pense que c'est pas bien. De ce que j'ai entendu et compris, y compris cet après-midi, je ne sais pas si vous connaissez vraiment ce dont parle Arthur Keller, parce que pour lui, l'effondrement, ce sont l'effondrement de tous les systèmes, un effondrement global aussi bien climatique, économique, écologique, c'est tout le système tout entier. Ça va jusqu'à un risque de grande famine sur Terre. Donc c'est vraiment quelque chose de global, hein, le global collapse. Hein. Moi, je me pose la question notamment du nouveau modèle de société et du nouveau modèle géopolitique en fait, et économique. Pardon. Et du coup, parce que concrètement, depuis tout à l'heure, vous parlez d'une transition énergétique, avec un mix énergétique, avec l'utilisation du solaire, de l'éolien, etc., du nucléaire aussi, j'ai l'impression. Mais en fait, quelle nouvelle proposition de société et de développement économique pour pouvoir véritablement changer les choses ? Parce que quand on voit les théoriciens de l'effondrement ou quand on regarde les scientifiques du GIEC, ce qu'ils nous disent, c'est que les 1,5 degré, on les passera, c'est sûr. On va les dépasser et on est obligé de les dépasser. Les 2 degrés sont encore envisageables, mais c'est dans les 10 prochaines années qu'on va pouvoir en fait changer les choses suffisamment pour pouvoir rester en dessous des 2 degrés. Donc voilà, c'est ça concrètement, c'est quel nouveau modèle de société, quelle nouvelle donne géopolitique pour pouvoir changer les choses et essayer de survivre un peu plus longtemps. Oui, on va survivre plus longtemps. C'est pas, il faut pas. Je suis pas en train. C'est très bien, je trouve, la manière dont vous posez les questions, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis sûr que maintenant, il y a une bascule vers ce type de questionnement qui n'existait pas il y a 5 ou 10 ans. On est maintenant exactement vers ce genre de questions. Mais avant de se poser même la question de savoir vers comment il faudrait changer, il faut d'abord être convaincu qu'il faut changer de cela. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus, je ne sais pas si c'est une majorité ou pas, en France ça ne l'est pas encore, mais à l'échelle mondiale c'est difficile à jauger, mais on sent que cette bascule est en train d'exister. Et c'est pour ça que je dis tout ce qui va contre ça avec des solutions individuelles, ça ne me plaît pas. Donc effectivement se pose la question des rapports entre l'homme et la nature, et qui sont par des rapports de domination qui sont liés à des rapports de production bien déterminés. Et donc c'est ça que je mettais en cause dans le type anthropocène. Donc c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Quand on regarde les problèmes majeurs actuellement qui sont liés à l'énergie, encore une fois, il n'y a pas un conflit sur cette planète, quasiment pas un conflit, il y en a toujours un peu, mais qui ne soit pas directement lié à la maîtrise des endroits où on produit, où on transporte l'énergie. Que ce soit bien sûr le Moyen-Orient, mais l'Asie, les pays asiatiques de l'ex-URSS, mais pareil, exactement de la même manière en Amérique latine, etc. Donc ce problème énergétique est clé.
Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à l'adresser, comme on dit en anglais, chez nous? C'est parce qu'on fait partie du petit nombre de pays dans lesquels nos gouvernements, nos États sont directement liés à la production, à ceux qui produisent cette énergie-là, qui est d'ordre privé. Aux États-Unis, tout le monde le sait, que tous les présidents, depuis Bush, enfin pas Obama bien sûr, mais et Trump évidemment, sont directement liés à l'industrie pétrolière. En France, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais il y a une défense systématique malgré tout de ceux qui a conduit à ce qu'il y ait une... Et encore une fois, vous voyez, bon, je veux pas, c'est pas un débat politique ici, mais ça pourrait l'être, le fait qu'il y ait une privatisation à tout crin de tous les secteurs d'activité, de l'air, de l'eau, de l'énergie, etc., ça ne peut pas aller dans le sens qu'on souhaite, quelque part, quand on réfléchit à ce qui se passe avec le climat, qui est une maîtrise publique, globale de ces intérêts-là. Et c'est pour ça que ça suppose de changer beaucoup de choses. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on fait partie des 10% de pays qui ont, encore une fois, acquis notre puissance, qui est considérable, militaire, au cours du siècle, de l'exploitation des autres. Il y a quelque chose qui me frappe toujours quand même, c'est que pendant plus d'un siècle et demi, on a vendu des gens quand même. Hein. L'esclavage, c'était ça. Et c'était pas si vieux que ça. Quels sont les grands intellectuels de l'époque qui se sont plaints de ça, qui ont même levé le petit doigt contre... Il y en a quelques-uns, mais quand vous voyez le doigt qu'ils levaient, mais aujourd'hui ça paraît presque ridicule, et on vendait des gens. Et pourtant on avait des grands intellectuels au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle en France, des littérateurs, etc. Comme on dit, les idées dominantes sont ceux de ceux qui dominent. Et aujourd'hui, on est, chez nous en France, dans le même ordre de grandeur. C'est-à-dire que les idées dominantes ne sont pas celles qui correspondent au... On a toujours l'impression qu'on avance des choses qui sont évidentes. Non, on est dans une logique qui est une logique extraordinairement néfaste parce qu'essentiellement, elle tend à faire perdurer ce qui fait qu'on a la richesse que l'on a tous ici, actuellement. Donc, avoir la lucidité du processus qui a conduit à ce qu'on soit riche est bien, mais maintenant, il faut se rendre compte que ceux qui ne le sont pas, le monde inégalitaire qu'on a créé, ne peut pas perdurer comme ça. Et ce n'est pas simplement un problème d'amour-propre ou de morale, c'est que ça ne peut pas, même pour nos propres intérêts, on le voit bien venir. Donc il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change ça à l'échelle des pays qui ont effectivement était, il y a encore 50 ans, ouvrez le petit Larousse des années 40, vous verrez le nombre de drapeaux qu'il y avait. Il y avait très peu de drapeaux, il y avait très peu de nations. Quand Big Ben sonnait, comme on dit, il y a 1,5 milliard d'individus qui se réveillaient à la même heure. Donc voilà, la fin de l'esclavagisme a donné naissance au colonialisme, et à la fin de tout ça, qu'on essaye de mettre à bas maintenant. On essaye parce que c'est pas encore fini. Quand vous voyez ce qui se passe au Kenya, quand vous voyez ce qui se passe en Afrique, c'est inimaginable. C'est nous qui sommes responsables de ça. C'est pas les Africains qui, par naissance, ont fabriqué des ordures comme on va être ici. Donc, c'est pour ça que quand j'entends des présidents, et le nôtre en particulier, qui parlent de centres de tri pour les gens, pour les migrants, entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas venir ici, parce qu'il y a les migrants politiques, les migrants économiques. Quand on lira des livres d'histoire dans 10 ou 15 ans, j'espère, et qu'on dira que des gens ont osé parler du tri des humains au niveau de la migration, les gens vont se dire, mais attends, comment est-ce qu'ils ont pu penser ça? On est dans ce mode-là. Pour moi, c'est du même niveau que les intellectuels qui, du temps d'esclavage... Bon. Et donc, oui, je pense qu'il faut qu'on change fondamentalement les rapports de production, chez nous aussi, vers beaucoup plus de nationalisation, de biens publics qui sont contrôlés par la puissance publique, et qu'on se batte pour qu'à l'échelle bien plus large que ça, on fasse disparaître les blocs qui essayent de prendre ensemble ceux qui ont la puissance pour damer le pion aux autres et promouvoir la coopération partout. Et donc c'est ça qu'il faut faire. Après, vous mettez les noms que vous voulez derrière ce genre de régime, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut qu'on casse réellement, c'est ce que je vois, et c'est ce que, à nouveau, par mon métier d'astrophysicien, on voit qu'on peut faire ça parce qu'on coopère avec le Japon, la Chine, l'Inde, comme on coopère avec la NASA et l'ESA. Hein. Donc, on peut avoir des rapports qui ne sont pas des rapports marchands, et il n'y a pas de raison non seulement il n'y a pas de raison de les limiter à la science, mais il faut au contraire l'étendre à tout ce qui est le domaine, à nouveau, du bien public. Mais quand on voit même en France comment la notion même de service public est combattue comme quelque chose, c'est ahurissant quand il y a des services publics, mais heureusement qu'il y a des services publics. Et beaucoup de services devraient devenir publics et non pas privés. Et actuellement, on privatise tout, la SNCF, les trucs, ça n'a pas de sens. Et le pire, c'est EDF et GDF. Le pire, c'est l'énergie. L'énergie devrait être sous un contrôle d'État, et non seulement nous, on devrait le faire, mais on devrait imposer, quelque part, via l'ONU, qu'il y ait des agences internationales qui contrôlent. De même que l'AEA contrôle les centrales nucléaires, il faudrait qu'il y ait des agences qui contrôlent la production et la distribution de l'énergie sur cette planète.